Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le lundi 12 juillet 2021. Bienvenue fidèles auditeurs et auditrices de la Radio Publique Africaine à suivre cette édition dont voici le sommaire. Le président Évariste Ndayishimiye a entamé ce lundi une visite de 3 jours en République démocratique du Congo. C'est une visite qui intervient environ un mois après que certains politiciens en exil aient adressé une correspondance d'alerte au président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, pour lui expliquer que les actions individuelles des États ne ramèneront pas à elles seules la paix dans la région. L'inquiétude persiste au sein de la famille et des proches des responsables du parti CNL en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, arrêté vendredi dernier. Il aurait été exécuté par le lieutenant-colonel Aaron Ndayishimiye, commandant des troupes opérant dans la forêt de Lukoko, qui l'a arrêté. En page éducation, les enseignants et les parents des élèves de l'école fondamentale de Kizuga en commune Buyengero de la province de Rumonge demande aux responsables de l'enseignement dans cette province de punir exemplairement un enseignant de cette école accusé d'inciter ses élèves à la débauche et à la corruption. Les détails dans quelques secondes. Je vous le disais dans le titre, aujourd'hui le président Évariste Ndayishimiye a entamé une visite de 3 jours en République démocratique du Congo. Le chef de l'État burundais et son homologue de la RDC Félix Tshisekedi discuteront principalement sur les relations entre les deux pays. C'est une visite qui intervient environ un mois après que 2 partis politiques dont les leaders sont en exil aient adressé une correspondance d'alerte au président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. Ces 2 partis politiques lui expliquent que les actions individuelles des États ne ramèneront pas à elles seules la paix dans la région. Le parti MSD et le PPD Girijambo estiment que l'intégration de la question des réfugiés est souvent oubliée. Emile Nilasumba. Les revendications légitimes des réfugiés ont été négligées. C'est pourquoi les problèmes d'insécurité n'ont pas disparu dans la région des Grands Lacs. Dans une correspondance récemment adressée au président de l'Union africaine, les partis MSD et PPD Girijambo indiquent également que c'est cette négligence qui a abouti à la guerre et au génocide contre les Tutsis au Rwanda, avec les conséquences incalculables sur toute la région. Le mouvement pour la solidarité et la démocratie et le parti des patriotes pour le développement explique à Félix Tshisekedi que la résolution du problème des réfugiés uniquement au niveau humanitaire et sécuritaire, c'est une erreur qui a été commise dans le passé et qui devrait être évitée aujourd'hui si l'on veut vraiment une paix durable préalable à la stabilité et au développement régional. Ce sont des réfugiés qui ont participé à la négociation de l'accord d'Arusha, rappellent les 2 partis de l'opposition burundaise dirigés par Alexis Sinduhije et Leonidas Hatungimana. Cet accord aujourd'hui bafoué et dont le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé la mise en œuvre en décembre 2020 avait institué des mécanismes garantissant la stabilité du Burundi. Rappelé au Burundi, ces engagements régionaux et internationaux ne peuvent être interprétés comme une attaque à sa souveraineté, écrivent le MSD et le PPD Girijambo au président Félix Tshisekedi. Il lui signale que les cadavres sont régulièrement découverts dans les rues, buissons, caniveaux et ailleurs sur le territoire burundais sans que des enquêtes pour rechercher et traduire en justice les auteurs ne s'ensuivent. Ils évoquent également des viols, des arrestations et des tortures dont sont victimes les Burundais par le simple fait qu'ils ont des opinions différentes de celles du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ces partis dont les chefs sont actuellement en
exil soutiennent que les actions individuelles des États, quelle que soit leur pertinence supposée, ne ramèneront pas à elles seules la paix dans la région des Grands Lacs sans une intégration préalable de la question des réfugiés. C'est pourquoi ces deux partis politiques demandent au président Félix Tshisekedi d'impulser l'Union africaine à prendre l'initiative de concert avec les Nations Unies pour aider les parties prenantes à mettre en œuvre l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Merci à toi, Émile Nibasumba. Toujours en page politique, le président de la République du Burundi envisage de mettre au point la politique de concentration des terres agricoles. Dans un entretien accordé samedi dernier à la télévision Afrique Media TV, Évariste Ndayishimiye a expliqué que le gouvernement s'apprête à aider les grands propriétaires fonciers à exploiter leurs terres. Suivez Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. Il a été traduit en français par Emmanuel Nyungeko. My vision is that we must product and export. I don't like to import food. Ma vision dans le domaine de l'agriculture est qu'on puisse accroître la production agricole et exporter nos produits. Moi, je n'aime pas importer des produits alimentaires, je veux plutôt que les Burundais puissent les exporter. J'ai un projet. Par exemple, j'envisage de donner de nouvelles directives qui seront mises en application dans toutes les communes du Burundi. Si par exemple, il y a une maladie qui attaque les animaux ou les plantes, il faut que les éleveurs et agriculteurs sachent où se rendre pour les traiter comme nous les hommes, nous nous rendons dans des structures de santé. Une autre stratégie est que nous devons mettre ensemble des terres cultivables. Vous avez déjà vu que nous avons amorcé cette politique de concentration des terres dans certains coins du pays afin d'aider les personnes en possession de grands domaines à les exploiter. Vous avez également constaté que nous avons mis en place des industries pour la production des engrais chimiques car nous ne voulons plus les importer. Nous devons les produire ici chez nous puis les distribuer afin que quand les cultivateurs vendent leurs récoltes puissent payer les fertilisants utilisés. Autre chose, nous faisons la sélection des semences pour une meilleure production. So that seed will be able to produce plus. Courte pause, nous parlons sécurité. RPA. Une femme prénommée Générose Chimaye de la colline et commune Kiremba en province de Ngozi a été assassinée le matin de ce lundi, poignardée par son mari, dit nom de Ferdinand Malolego. Les sources sur place indiquent que la victime a été tuée là où elle était dans le lieu d'aisance. Les conflits familiaux seraient à l'origine de ce crime. L'auteur du crime a été arrêté par la police de Kiremba. Ce qui était toujours, le président du parti CNR sur la colline Kirama, zone Mudende, commune Buyengero de la province de Rumongue, a été blessé sur la tête et sur le bras la nuit de ce dimanche. Vital Hatungimana a été attaqué alors qu'il se rendait dans la localité appelée Maranvia en zone Mudende pour veiller à sa boutique. Selon notre source à Mudende, Vital Hatungimana serait victime de son appartenance politique car ses bourreaux ne lui ont rien volé. La victime est actuellement hospitalisée à l'hôpital de Rumongue. À propos toujours des militants du parti CNR, l'inquiétude persiste au sein de la famille et des proches des responsables du parti CNR en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura qui a été arrêté vendredi dernier. Les informations qui parviennent à la RPA indiquent que ce leader du parti CNR à Mutimbuzi aurait été exécuté par le lieutenant-colonel Aaron Ndayishimiye, commandant des troupes opérant dans la forêt de Lukoko, qui l'a arrêté. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Les informations faisant état de l'assassinat d'Eringo Mirakiza, responsable du parti CNR en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, ont commencé à circuler depuis ce dimanche. Selon des sources concordantes de la RPA, au sein de certains militaires du 212e bataillon basé dans la forêt de la Rukoko et parmi les militants du parti CNR en commune Mutimbuzi, Eringo Mirakiza aurait été tué par le lieutenant-colonel Aaron Ndayishimiye la nuit de vendredi dernier, c'est-à-dire le jour même de son arrestation. C'est cet officier de l'armée burundaise SS 1793 de la matricule qui aurait ordonné l'enterrement de la victime dans cette même forêt de la Rukoko. Pour le moment, c'est la consternation totale au sein de la famille d'Eringo Mirakiza, ses amis et voisins. Au sein de la famille, nous ne savons pas où il a été conduit depuis son arrestation vendredi et nous avons cherché partout sans le retrouver. Mais certaines informations qui nous sont parvenues nous ont révélé qu'il aurait été tué à Rukoko. Nous demandons au moins qu'on nous donne le cadavre
pour l'enterrer dignement. Qui plus est, nous demandons vraiment au président de la République de punir ces gens qui arrêtent un innocent alors qu'il effectuait son travail pour l'amener vers une destination inconnue. Eringo Mirakiza a été embarqué à bord d'un véhicule de type Hilux, plaque d'immatriculation A030A. À bord de ce véhicule se trouvait le lieutenant-colonel Ahonda Ishimiye et des militaires de sa garde. Des témoins sur place ajoutaient que parmi les membres de l'équipage se trouvait également Gaston Singora, le chef de la zone Maravia, ainsi qu'un Imbonerakure nommé Emenzo Habonayo Diruburi. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui ont servi d'indique d'Eringo Mirakiza avant qu'il ne soit embarqué. La rédaction de la RPA a essayé encore une fois de joindre le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, mais il était injoignable. Toujours en page sécurité, peur et panique chez les habitants de la commune Kabezi dans la province de Bujumbura, suite aux fouilles nocturnes faites dans leur ménage par des Imbonerakure munis de machettes. Ces habitants de Kabezi précisent aussi que ces Imbonerakure les malmènent lors de ces fouilles. Le point avec Eric Nyonzima. Les collines les plus visées par ces Imbonerakure sont Masama, Lugembe et Mwanza des zones Mobone et Migera. Les habitants de ces localités révèlent que ces fouilles ont commencé vendredi dernier. C'était vers 23h quand ils ont vu des Imbonerakure en possession des machettes s'introduire dans les ménages et réclamer des cahiers de ménage, comme le témoigne cet habitat de la localité. Ces fouilles nocturnes perturbent notre sécurité. Ceux qui font ces fouilles sont armés de machettes et portent des tenues militaires. Ils demandent des cahiers de ménage. Ces fouilles se font vers 23h jusqu'à vers 2h du matin. Les collines les plus visées sont Makama, Lugembe et Mwanza. Lors de ces fouilles nocturnes, ces Imbonerakure menacent cette population en leur disant qu'ils ont fait des mauvais choix et ont suivi de mauvaises personnes, ce qui accentue la peur de cette population, surtout que ces opérations de contrôle sont normalement faites la journée et par des agents du corps de sécurité. Les gens sont très inquiets qu'il peut leur arriver malheur à tout moment. Ces gens munis de machettes qui menacent la population ne rassurent point. De plus, les habitants de ces collines se demandent comment ces fouilles se font la nuit alors qu'avant elles se faisaient la journée et par des agents de sécurité. Ces Imbonerakure malmènent aussi la population pendant ces fouilles. Nos sources donnent l'exemple d'une personne tabassée ce vendredi. La nuit de vendredi, vers minuit, ils ont frappé une personne, l'accusant de sorcellerie, et ils ont continué vers la colline Lugembe. Ils sont nombreux. Ceux qu'on a pu identifier sont les nommés Kosove, Yves, Emmanuel, Cantonnement et Maligashi de la colline Mwanza. Nos sources en commune Kabezi indiquent que la majeure partie des maisons ciblées sont celles des membres du parti CNL du député Agathon Rwasa. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Espérance Habonimana, l'administrateur de la commune Kabezi. Merci à toi aussi Eric Nyonzima. Avant de clore cette rubrique sécurité, parlons du bilan hebdomadaire. Au cours de cette semaine écoulée, la rédaction de la RPA a pu connaître une personne tuée. Jean-Sindi Rebura était âgé de 34 ans et travaillait comme sentinelle à la GIZ de Gitega. Les sources sur place révèlent que le défunt a été retrouvé samedi dernier pendu sur un arbre au quartier Musinzira, non loin de son poste de travail. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore élucidées. Jean-Sindi Rebura a été retrouvé mort alors qu'il était introuvable depuis près d'une semaine. Courte pause, nous parlons gouvernance. RPA. Les administratifs de Rugombo, accusés par certains habitants de Rukana d'être de mèche avec la compagnie de gérance d'Okoton Kogerko dans la spoliation de leurs terres. Cette population pointe du doigt l'administrateur de la commune Rugombo de vouloir lui aussi s'emparer d'une partie de ces terres. Le point avec Eroge Kwizera. Ces habitants de la colline Rukana spoliés par la Kogerko accusent l'administration locale de ne rien faire pour les rétablir dans les droits et de préciser que les agents de la Kogerko détruisent les plantations sous la supervision des militaires. La Kogerko est en train d'élargir ses terres sur aval de l'administration. Nous avons constaté que l'administration a une part de responsabilité dans ce dossier car
Ce sont les militaires de la position de la 2e avenue qui ont assuré la sécurité des gens qui ont détruit nos plantations. Aucune autorité ne s'est présentée sur les lieux. Ils ont détruit toutes les plantations de bananiers et palmiers. Nous pensons que l'administratif soutienne ce projet. Les 25 familles expropriées de leurs parcelles à Rugombo depuis mardi dernier affirment que l'administrateur de cette commune fait la sourde oreille tout en espérant d'y gagner quelques hectares. L'administrateur de la commune Rugombo a réclamé lui aussi 8 hectares de nos parcelles. Ça se comprend donc très bien que nous n'avons pas de secours car ce sont nos autorités qui nous enfoncent. Nous avons essayé de joindre l'administrateur de la commune Rugombo, Gilbert Manlakiza, mais en vain. Les conséquences de cette spoliation sont marquées déjà, aspect que nous aborderons ce mardi. Parlons éducation à présent. Un enseignant de l'école fondamentale de Kizuga en commune Buyengero de la province de Rumonge est accusé d'inciter ses élèves à la débauche et à la corruption. Cet éducateur fait échouer les élèves qui refusent de satisfaire à ses demandes. Ses collègues enseignants demandent au directeur de l'enseignement dans cette province de le punir exemplairement. Le point de Kelvis Niomongere. Juvenal Ndairagije est le nom de cet enseignant de l'école fondamentale Kizuga en commune Buyengero qui est accusé par les autres enseignants de vouloir tirer de la déjà ses élèves et de vouloir les abuser sexuellement. Le cas illustratif le plus récent, comme le témoignent ces enseignants, est celui de 2 filles de la 8e année qui a voulu faire échouer à modifier les notes dans les cours qu'ils dispensent, mais également dans des cours dispensés par les autres enseignants, du simple fait que ces 2 élèves ont refusé de satisfaire à ces demandes. Les 2 filles élèves de la 8e année ont été harcelées par cet enseignant qui avait demandé à l'une d'entre elles de lui donner une somme d'argent équivalent au prix d'un casier de bière et à l'autre de coucher avec lui pour qu'il leur donne le questionnaire de l'examen. Ce que ces derniers ont refusé de faire. Par après, elles ont constaté qu'elles avaient de mauvaises notes dans les cours de sciences que le dit enseignant dispensait dans leur classe alors qu'elles avaient réussi les examens. Puisqu'il est aussi titulaire de cette classe de 8e et qu'il peut accéder au bulletin de ses élèves, l'enseignant a alors pu modifier les résultats de ces 2 élèves dans les autres cours et a soustrait plus de 100 points aux 2 filles qui ont eu par conséquent moins de 50% dans ces cours. Les parents de ces 2 élèves ont alors soumis la situation au directeur de l'enseignement dans la commune Buyengero et par conséquent, les enseignants ont dû refaire la délibération ce lundi dans le but de rétablir dans les droits les 2 élèves, ajoutent ces enseignants. Les parents de ces 2 élèves ont saisi le directeur communal de l'enseignement. Le directeur de cet établissement n'était pas au courant de cette situation. Le directeur communal de l'éducation a alors contacté le directeur pour lui dire d'annuler l'affichage des repêchages pour d'abord résoudre ce problème. Ils ont alors vérifié les résultats des cours et ont constaté que ces 2 élèves avaient effectivement réussi les examens et que c'est leur enseignant qui avait modifié leurs notes. Ce lundi, les enseignants ont dû procéder à une nouvelle délibération pour que ces élèves fassent le repêchage. Jusque dans l'après-midi de ce lundi, tous les élèves de cette école fondamentale Kizuga attendaient la 2e proclamation suite à cette nouvelle délibération. Ces enseignants de l'école fondamentale Kizuga demandent aux autorités en charge de l'éducation en province de Rumonge de punir de façon exemplaire Juvenal Ndairagije afin d'éradiquer ce mauvais comportement. Merci à toi aussi, Elvis Niomongere. Le Burundi compte réglementer les naissances pour tenter de freiner la forte croissance démographique. Selon la déclaration du ministre de la Santé publique à l'occasion de la Journée mondiale de la population, célébrée ce dimanche, chaque famille burundaise ne sera autorisée qu'avoir 3 enfants uniquement à partir de 2025. Pour réussir dans les plus brefs délais, le gouvernement du Burundi compte encourager la scolarisation des filles. Écoutez Tadindi Kumana, ministre burundais de la Santé. Ikivugo cy'umwaka kivuga kiti
umurindi w'igwirana ry'abantu ufise ingaruka mbi ku magara meza. Le thème de cette année, c'est la forte croissance de la population a des conséquences néfastes sur la santé de la population. Dans tous nos droits, choisissons ce qui est bon pour freiner le taux de croissance élevé. Le gouvernement du Burundi se soucie de la bonne santé de la population. Le planning familial est une des sources de la bonne santé. C'est pourquoi nous interpellons la population pour limiter les naissances, pour que nous atteignions l'objectif de notre nation qui veut qu'il n'y ait plus de familles qui dépassent 3 enfants d'ici 2025. Dans cette optique, nous comptons lancer un programme de collaboration avec tous les administratifs, les élus du peuple, les animateurs communautaires, les responsables religieux pour sensibiliser les couples légalement mariés à avoir des enfants dont ils ont les moyens pour subvenir à leurs besoins en utilisant des méthodes de planning familial que l'on donne dans des structures de santé ou alors des méthodes naturelles permettant le planning familial. Un des facteurs qui nous permettrait d'atteindre très vite notre objectif, c'est d'encourager les filles non seulement à la scolarisation, mais également à faire de longues études. Cela constitue un meilleur moyen qui pourrait nous aider à limiter les mariages précoces. Nous encourageons encore une fois les familles à fréquenter les structures de santé pour recevoir les enseignements en rapport avec le planning familial pour les couples légalement mariés, ainsi que les sensibilisations à la bonne conduite, surtout pour la jeunesse, en l'occurrence se retenir et attendre le mariage. Nous en profitons pour appeler les hommes à la collaboration avec leurs femmes pour qu'ils adoptent ensemble les méthodes de planning familial qui les conviennent. y'uburyo bwo kurondoka ku rugero bifuza kanatsinda urugo no kwa babiri. C'était Tadei Ndikumana, le ministre de la Santé publique. Le Burundi a besoin de mettre en place une politique de la population pour faire face à la croissance démographique dont les conséquences néfastes sur les Burundais ne cessent d'augmenter au fil des années. C'est du moins l'analyse de l'organisation par Mansig au cours d'un point de presse qu'il a animé ce lundi. Entre autres problèmes causés par la forte croissance démographique au Burundi, c'est l'exiguïté continuelle de l'espace cultivable. Plus de 30% des Burundais n'ont pas de terrain cultivé. Je vous propose d'écouter Faustin Ndikumana, patron de la Parsem. Parsem vient de sortir son analyse sur la situation et tire une sonnette d'alarme au gouvernement pour que des mesures concrètes soient prises. D'abord, son analyse de la situation démographique au niveau de la pression sur les ressources naturelles. Tenez, en 1973, on avait 1 hectare par ménage surface cultivable. En 2009, on en était à 0,5 hectare, en demi-hectare. Maintenant, on est à 0,25, un quart d'hectare. Ça, vous oubliez 30 personnes de ménage aujourd'hui identifiées qui sont sans terre cultivable. 3% de déboisement au niveau national, annuellement. 683 000 hectares de pâturage en 1996 et 483 000 hectares de pâturage en 2009. Réduction de 200 000 hectares en présence. Et maintenant, ça continue à aller décrescendo. Sans parler de la malnutrition, plus de 50% des enfants mal nourris, taux de pauvreté monétaire, un contrôle de vie qui dépasse 75% dans plusieurs provinces, l'accès à la scolarisation, les conditions, vous savez qu'il y a des enfants encore qui étudient et assis par terre, le nombre d'élèves par classe qui est élevé. Aussi le lien avec la croissance démographique aujourd'hui. J'ai pris l'exemple de 3 provinces. En 2010, la province de Kayanza avait une population de 687 000. En 2020, 900 000. Dans 25-30, il y aura 1 500 000. Gitega, en 2010, 850 000. Aujourd'hui, 1 110 000. Dans 25 ans et plus, il y aura 1 900 000, quelques voire même 2 millions. Ngozi, 2010, 770 000 habitants. 2020, 1 million. Dans quelques années, 25 plus tard, on aura 1 700 000. Est-ce qu'on aura vraiment des ressources suffisantes pour nourrir cette population, l'éduquer, la soigner dans des conditions décentes? Pour Faustin Ndikumana, la scolarisation de la fille et la villagisation sont parmi les moyens qui pourraient aider à freiner la forte croissance démographique, mais ne suffit pas. Suivez encore une fois le président de la Parsem. Il faut tracer tout ce qui doit clarifier les conditions de vie décentes d'une population et puis voir si avec les ressources naturelles dont on dispose et les moyens pour voir si on peut arriver à cet objectif. Alors on en va vers la politique de réduction de la croissance démographique, de la planification familiale. Donc tout cela entre alors dans une trajectoire qu'on peut appeler la politique nationale de population pour qu'on parvienne à marier les conditions dont on dispose et
les objectifs qu'on veut atteindre. Et cela va renforcer la bonne gouvernance, la sensibilisation des dirigeants, avoir des missions concrètes dans les communes, dans les provinces, dans les ministères pour aboutir à cet objectif. La bonne gestion doit caractériser l'organe des affaires publiques pour qu'il n'y ait pas de l'argent dépensé inutilement ou gaspillé. Si on veut réduire le nombre de naissances, il y en a déjà qui parlent de la généralisation de la scolarisation des filles. Je pense que c'est l'un des moyens parce que quand une fille est scolarisée, elle parvient à comprendre même les méthodes de sensibilisation liées à la réduction des naissances et aussi puisqu'elle va à l'école, puisqu'elle retarde l'âge de mariage. Et c'est l'un des moyens. Quant aux pratiques de la villagisation, c'est un moyen, mais elle se heurte justement au problème de pauvreté criant parce qu'il est difficile que des gens se déplacent, construisent d'autres maisons, faire quoi quand ils ont une pauvreté élevée. Il faut alors d'abord aussi développer le pays, augmenter le revenu des paysans, créer progressivement la classe moyenne qui va vraiment créer des villages et des villes de façon visible et efficace. La démographie galopante des habitants du village d'Opé de Nyakiga, situé en commune Butaganzwa de la province de Ruyigi, est l'une des causes à l'origine des problèmes actuels de logement. Les habitants du village demandent au gouvernement de leur venir en aide car ils mènent une vie dure. Plus de détails avec Roger Diveremesh. Ce village d'Opé de Nyakiga comptait en 2012 402 habitants, composés des déplacés de la crise de 1993 ainsi que des rapatriés de la Tanzanie. Des problèmes liés au manque de logement se sont progressivement observés chez ces habitants car leurs maisons n'ont cessé de se détruire. Les jeunes ont fini par décider d'aller chercher de l'argent ailleurs et au retour, certaines filles avaient déjà eu des enfants. Ce qui gonflait sans cesse la population du village d'Opé de Nyakiga, indique un d'entre ses habitants. Dans une communauté, les gens se reproduisent d'année en année. Plusieurs enfants ont opté à quitter leurs domiciles familiaux pour aller chercher du travail dans les villes, vu que la vie était difficile. Certaines sont revenues à la maison avec des enfants qu'elles ont mis au monde. D'ailleurs, certains jeunes ont laissé tomber les mariages par manque de moyens. La vie d'ici chez nous est vraiment difficile. Les jeunes qui ont pu terminer leurs études font face aux problèmes de chômage. Par conséquent, ils ne sont pas à mesure de s'autodévelopper. Autre chose, à notre arrivée, la majorité étaient des élèves. Après les études, ils n'ont pas pu obtenir de l'emploi, puisqu'actuellement, ils sont des chômeurs, ils ne sont pas capables de se construire des maisons. Non plus, ils n'ont pas d'espace pour construire. Le village d'Opé de Nyakiga est situé sur la colline Muriza en commune Butaganzwa de la province de Ruyigi et a été créé en 2008. Merci à toi, Roger Diveremecha. Merci auditeurs, auditrices de la Radio Publique Africaine. C'est parce que nous mettons un point final à ce journal. Bon début de semaine à tout le monde.